Dans l'histoire de la musique, il y a ces artistes qui ne cherchent pas à être au sommet, mais qui finissent par s'imposer autrement. Pas forcément par leur présence, mais par leur absence, pas par leur refrain, mais parce qu'ils font résonner en nous bien après que la chanson soit terminée. Dans les années 2010, alors que la pop devenait toujours plus rapide et efficace, une voix, elle, s'est mise à ralentir, à étirer le temps et à faire de la nostalgie un langage, de la tristesse une esthétique, et du silence une arme. Une artiste qui ne chantait pas pour faire danser, elle chantait pour faire ressentir, et dans un monde saturé d'images, elle en a inventé de nouvelles avec une nouvelle manière d'être femme, artiste et libre en dehors des normes. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'artiste la plus unique en son genre de l'histoire moderne, Lana Del Rey. Avant d'être Lana Del Rey, elle s'appelait Elizabeth Woolridge Grant et c'était une enfant née dans le confort, élevée à Lake Placid dans l'état de New York. À première vue, rien ne la destinait à devenir une icône de la pop mondiale. Elle grandit dans une famille aisée, son père Robert Grant est entrepreneur dans le domaine du web et sa mère Patricia est enseignante. C'est une petite fille timide, souvent en retrait. Très tôt, elle développe une fascination pour la mort, la religion et la littérature gothique, des obsessions étranges pour une gamine de son âge, mais qui deviendront des marqueurs forts de son identité musicale. En toile de fond, il y a déjà la musique. Sa première scène, c'est l'église. Toute petite, elle chante dans la chorale locale. Et chez elle, il y a sa grand-mère, June, une femme à l'ancienne qui lui fait découvrir les grands standards américains, les ballades de Sinatra, de Billie Holiday, de Nina Simone. Et c'est à l'adolescence que tout bascule. À 15 ans, Elizabeth sombre dans l'alcool. Et là, je parle pas de petits excès de jeunesse. Non, c'est une vraie dépendance. Elle boit le matin avant d'aller en cours. Et elle dira plus tard dans une interview « J'avais ce trou noir en moi, je cherchais quelque chose pour le remplir ». Ses parents sont dépassés, ils prennent une décision radicale, l'envoyer dans un pensionnat strict, le Kent School dans le Connecticut. Un lycée privé très conservateur où elle se sent comme un ovni. C'est d'ailleurs là-bas qu'un premier tournant a lieu, elle arrête l'alcool, elle se soigne et en même temps elle commence à écrire et à gratter des petits accords de guitare. Elle découvre Leonard Cohen, Nirvana, Bob Dylan, et plus que tout, elle tombe amoureuse des mots. C'est là que naît quelque part la poétesse qu'elle deviendra. Après le lycée, elle part à l'université de Fordham à New York pour étudier la philosophie avec une spécialisation en métaphysique. Pas la voie classique pour une future pop star, mais comme d'habitude, Lana Del Rey ne fait rien comme tout le monde. À ce moment-là, elle vit dans un mobil-home à Long Island, elle enchaîne les petits boulots, chante dans des bars miteux. À cette époque, elle se cherche encore, elle essaye plusieurs noms de scène. May Jailer, Sparkle Jump Rose Queen, Lizzie Grant, rien ne colle. Mais elle continue de créer, de façonner son univers et de nourrir cette mélancolie étrange qu'on remarque dès ses premières chansons. Ce que personne ne voit à ce moment-là, c'est qu'elle est en train de construire un personnage, pas une façade mais une mythologie personnelle, une identité artistique totale nourrie de vieux films américains, de tragédies féminines, de glamour fané et de douleurs modernes. Elizabeth Grant est en train de laisser place à Lana Del Rey. On est en 2011 et une chanteuse inconnue poste un clip bricolé sur YouTube. Des images floues, du grain vintage, des extraits de vieux films américains, de stars hollywoodiennes, de skateparks et de voitures, en font une chanson Video Games. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. Sa voix est grave, presque désabusée, le ton est lent, dramatique, on dirait une ballade écrite dans une chambre obscure par une femme des années 60 qui aurait traversé le temps. C'est beau, c'est hypnotique et surtout ça ne ressemble à rien de ce qu'on entendait à ce moment-là. Le succès est immédiat, les blogs s'enflamment, Tumblr s'empare de son univers, et dans un monde musical dominé par les beats agressifs et les refrains dansants, Lana débarque avec sa lenteur, sa langueur, sa tristesse assumée, elle détonne et c'est justement ce qui la propulse. En quelques semaines, la vidéo dépasse le 1 million de vues, ce qui est déjà énorme pour une inconnue totale à l'époque. Aujourd'hui, la vidéo dépasse les 360 millions de vues. Le titre grimpe dans les classements, numéro 1 en Allemagne, en France, top 10 dans une dizaine de pays européens. Il atteint aussi le top 100 Billboard aux US. Le single est streamé des centaines de millions de fois. Aujourd'hui, le morceau dépasse même le milliard de streams sur Spotify. Sur Tumblr, elle devient un phénomène d'esthétique visuelle. Son style sad girl vintage envahit les dashboards. Elle est littéralement l'une des premières artistes pop à exploser via les réseaux sociaux sans passer par les radios. Mais cette ascension fulgurante est suivie d'un retour de bâton assez violent.
Très vite, certains commencent à enquêter. Et ce qu'ils découvrent dérange, Lana Del Rey ne serait pas une artiste authentique mais une construction marketing. Elle n'est pas sortie de nulle part, elle a eu d'autres noms, elle a un père riche, elle a déjà sorti un album, Lana Del Rey aka Lizzie Grunt, que son label a retiré du marché. Elle aurait été repackagée par une équipe de professionnels pour en faire une fausse chanteuse indie. Les critiques fusent, elle devient le symbole d'une artiste fabriquée de toutes pièces, une sorte de coquille vide au service d'un style. Elle n'est qu'un produit, écrivent certains, une jolie fille avec une perruque et une voix trafiquée. Il est vrai qu'elle avait déjà sorti un album 2 ans plus tôt, en 2010, sous le nom de Lana Del Rey aka Lizzie Grant, un disque autoproduit, distribué par un label indépendant, et qui sera effectivement rapidement retiré des plateformes, mais non pas par une maison de disques malveillante, mais par elle-même. Elle trouvait que c'était pas encore assez elle-même, pas assez abouti, pas assez aligné avec l'image qu'elle souhaitait offrir au monde. En réalité, Lana Del Rey est tout sauf une fabrication instantanée, c'est une construction lente, douloureuse, pleine d'essais, de ratés et de métamorphoses, mais ça les critiques ne sont pas prêtes à l'entendre. Et comme si ça suffisait pas, elle est invitée au plateau du Saturday Night Live, une émission culte aux États-Unis. Son interprétation de video games y est bancale, mal assurée, figée, les réseaux sociaux se moquent d'elle, les médias s'en donnent à cœur joie, elle devient la risée du pays, personne ne semble comprendre ce qu'elle essaye de faire, trop kitsch pour être sérieuse, trop sérieuse pour être kitsch, et pendant que les projecteurs la crament, Lana, elle encaisse en silence. Elle dira plus tard « J'ai été humiliée à l'échelle mondiale pendant une semaine et puis j'ai continué à faire de la musique. » Ce moment-là, c'est son premier crash public. Beaucoup auraient pris l'oseille et puis auraient abandonné pour faire autre chose, mais Lana est différente. Parce qu'au milieu des moqueries, un public se forme. Des gens qui, malgré toutes les critiques, ressentent quelque chose, qui ne s'arrêtent pas au bad buzz ni à l'emballage, et qui entendent la détresse dans sa voix malgré les supposés artifices. Et sans le savoir, ils sont en train de construire une des fanbases les plus fidèles et passionnées de la pop moderne. Dans ce climat de buzz toxique, elle commence à travailler sur ce qui deviendra l'album de sa vie. On est à la fin de l'année 2011 et à ce moment-là, elle est en zone grise entre espoir et rejet. Elle le sait, ce projet c'est le tout pour le tout. Et pourtant, elle ne cherche pas à séduire ni à coller à l'air du temps. Elle veut créer son propre monde, un monde où le glamour se mélange à la violence, où l'amour est une drogue, où l'Amérique n'est plus un rêve mais un mirage toxique. Elle écrit dans des hôtels, chez elle, dans sa voiture. Elle compose plus d'une centaine de chansons et en gardera 12 pour l'album. Elle est obsédée par les cordes, les cuivres, les nappes orchestrales. Elle veut que ses chansons ressemblent à des vieux génériques de films. L'album en question sort en janvier 2012 et il s'appelle Born to Die. I don't know why. Diamond New Baby, New York City. Never was there ever a girl so pretty. Do you think we'll be in love forever? Do you think we'll be in love? Sing it to me. Now my life is sweet like cinnamon, like a fucking dream I'm living in. Baby love me 'cause I'm playing on the radio. C'est un disque mélancolique, plein de paradoxes, des textes sombres sur des mélodies sublimes, une voix qui oscille entre fragilité et arrogance, des images d'icônes américaines réinventées, le drapeau US, les bikers, les pins-up, les motels. Et contre toute attente, c'est un raz-de-marée. Il arrive numéro 1 dans 11 pays, se vend à plus de 7 millions d'exemplaires dans le monde. Il est certifié triple platine en France, double platine au Royaume-Uni, or aux États-Unis. Il deviendra le 3e album le plus écouté de l'année 2012. C'est pas mal pour un premier album. Aujourd'hui, le projet cumule à plus de 7 milliards de streams sur Spotify, c'est juste titanesque. D'ailleurs, le morceau Summertime Sadness deviendra tout simplement son plus grand succès de sa carrière. Elle crée une vraie rupture dans la pop. À une époque où tout est up-tempo, où les refrains doivent exploser au bout de 30 secondes, Lana arrive avec un disque lent, dépressif, nonchalant, et ça marche. La critique, elle, est toujours sceptique. Certains médias la descendent, d'autres commencent à sentir qu'il se passe quelque chose, mais en vrai, le plus important, c'est que lui, le public, il est là. Son univers, il touche une corde, il parle à une génération paumée, romantique, en quête de beauté dans le chaos. La réalité, c'est que Born to Die est devenu un classique moderne, une référence pour toute une vague de jeunes artistes à venir, et même si Lana ne le dira jamais avec arrogance, c'est une sorte de revanche. Une revanche douce et élégante à sa manière.
Après le raz-de-marée de son premier album, elle pourrait être au sommet mais quelque chose cloche. Elle accepte de faire quelques apparitions, participe à des festivals, donne des interviews, mais elle reste sur la réserve. Pas de grosses tournées mondiales, pas de déluge de plateaux télé, elle déteste les interviews, elle fuit la promo trop agressive, et surtout elle ne semble pas heureuse dans ce rôle de pop star. Dès 2012, elle confie dans une interview « Je n'ai jamais eu de plan de carrière, je voulais juste faire un disque beau et triste, maintenant tout va trop vite. » Elle se sent prise au piège entre deux mondes, celui de son art et celui de l'industrie. Elle dira même avoir envisagé d'arrêter la musique après Born to Die, tellement la pression était immense. Mais au lieu de disparaître, elle sort quelques mois plus tard un nouveau projet. C'est pas un nouvel album, mais c'est une extension de son précédent album avec 8 nouveaux titres, toujours plus sulfureux, sensuels et désabusés. I drive fast, I am alone at midnight. Come on, baby, let's ride. We can escape the great sunshine. No one's gonna take my soul away. I'm living like Jim Morrison. À ce moment-là, quelque chose change, elle ne cherche plus à convaincre, elle devient culte, pas à travers les radios mais à travers l'imaginaire collectif. Ce sentiment s'accentuera l'année suivante où elle participera à la bande originale du film Gatsby le Magnifique, où elle propose un titre sombre et obsédant. À partir de là, ses fans ne la voient plus comme une chanteuse, mais comme une figure poétique, presque mystique. Lana Del Rey devient un état d'esprit, une esthétique et une sensibilité. Pas besoin de plateau télé, de promos agressives, de singles taillés pour les radios. Lana Del Rey avance à sa manière, en creusant son sillon disque après disque. Et c'est dans cette continuité que la critique va petit à petit changer de regard. Entre 2014 et 2017, elle sort 3 albums qui confirment une chose, Lana Del Rey n'est pas un phénomène passager, c'est une artiste entière et inclassable. Elle commence avec Ultraviolence en 2014, un album plus brut, plus rock. Un an plus tard, Honeymoon plonge encore plus loin, c'est un album presque sans structure, on dirait une bande son de rêve lucide. Puis en 2017, Lust for Life marque un léger tournant. Pour la première fois, elle sourit sur une pochette et l'album s'ouvre un peu plus, notamment avec des featuring inattendus avec The Weeknd, A$AP Rocky et Playboi Carti. Avec ces 3 albums, Lana ne court pas après les classements, mais elle avance, lentement, sûrement. Elle ne fait toujours pas l'unanimité, mais disons qu'elle divise de moins en moins. La presse commence à changer de ton, les sceptiques baissent la garde, il manque juste un projet, un petit album pour faire tomber les dernières résistances, un album qui forcera le monde entier à se dire « Vous n'avez pas d'autre choix que de m'aimer ». On est en 2019 et ça fait maintenant 8 ans que Lana Del Rey est là, 8 ans qu'elle divise et qu'elle essaye de construire sa légende même au milieu du vacarme. Et puis un jour elle sort un album, Norman fucking Rockwell, un titre provocateur, un nom d'album qui ressemble à une claque sur une toile américaine, et dès la première écoute quelque chose est différent. Fini les arrangements baroques ou les délires vaporeux, là c'est simple, épuré et brutal de vérité. Elle écrit comme on ouvre un journal intime, sans filtre, sans pause, les morceaux sont longs, calmes, presque parlés parfois, mais chaque mot sonne juste.
Dès l'intro, on comprend, Lana n'a jamais été aussi lucide. Elle parle d'hommes toxiques, d'un pays en déclin, d'une jeunesse qui ne croit plus au rêve américain, mais elle le fait sans plainte, juste avec une forme de tendresse désabusée. Et là, miracle, la presse s'incline. Pitchfork 9,4 sur 10, The Guardian 5 étoiles, Rolling Stone le chef-d'œuvre d'une génération perdue, le New York Times une maturité artistique éclatante, Norman fucking Rockwell est nommé parmi les meilleurs albums de l'année au Grammy Awards 2020, une première pour un album de Lana. Avec cet album, elle entre dans une autre dimension. Pour la première fois, Lana Del Rey n'est plus critiquée mais saluée. Ce n'est plus une icône Tumblr ni une curiosité mélancolique, mais une véritable auteure-compositrice. Capable d'écrire des chansons d'une intensité émotionnelle rare, son nom devient désormais une référence assumée. Billie Eilish dit que sans elle, elle n'aurait jamais osé faire une musique aussi minimaliste. Olivia Rodrigo, Lorde, toute la cite comme une inspiration directe. Et même les critiques qui l'ignoraient autrefois la placent désormais aux côtés des plus grandes. Elle n'a jamais crié pour exister, mais avec cet album, elle fait plus de bruit que jamais. Après Norman fucking Rockwell, Lana ne ralentit pas. Elle continue d'explorer, de chercher, d'écrire. Entre 2021 et 2023, elle sort 3 albums successifs. Chemtrails Over the Country Club, Blue Bannisters, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard. Des disques plus introspectifs, plus dépouillés, parfois déroutants. Ici, pas de tubes, pas de refrains calibrés, juste des morceaux qui ressemblent à des confessions murmurées, des rêves en clair-obscur, des fragments d'elle-même qu'elle assemble au fil du temps. Elle y parle de sa famille, de sa solitude, de ses souvenirs, de la mort aussi, mais sans jamais tomber dans le désespoir. C'est lent, contemplatif, parfois étrange. Encore une fois, ce ne sont pas des albums qui cherchent à faire du bruit, mais je ne peux que vous suggérer de les écouter. Pour finir, j'aimerais juste dire que Lana Del Rey fait partie des artistes qu'on ressent et qu'on admire. Elle ne nous guide pas, elle ne nous motive pas forcément, mais elle nous développe, elle nous murmure, elle nous laisse seuls mais avec quelque chose de bien plus précieux. Avec elle, on apprend à aimer la lenteur, à apprivoiser la tristesse. Elle ne fait pas de la musique pour plaire, elle compose pour ceux qui doutent, pour ceux qui se cherchent, pour ceux qui ont un peu trop de nostalgie pour leur âge. Et peut-être que c'est ça sa vraie force, c'est pas d'avoir bouleversé les classements, mais d'avoir créé un refuge, un lieu où le beau rime avec le trouble, où on peut tomber amoureux d'un chagrin et sourire en pleurant. Lana Del Rey a traversé les époques et propose désormais un art intemporel. À chaque album, elle nous rappelle que la fragilité n'est pas une faiblesse, que l'intensité n'est pas un défaut, et que la musique parfois peut simplement être une émotion qu'on n'avait pas encore les mots pour décrire. Alors juste pour tout ça, merci Lana.